harcèlement, si vous êtes une femme, si vos photos ont été publiées sans votre consentement, eh bien, vous pouvez désormais convoquer la résolution 522 de l'Union africaine sur la protection des femmes contre la violence numérique. On en parle tout de suite avec notre invitée Émilie Adjomo. Et là, elle nous vient de la Commission des droits de l'homme du Cameroun et on s'entretient sur cette résolution, le sens à lui donner, juste après ceci. Notre invité dans l'actu, je vous l'annonçais, vient donner d'amples éclairages sur cette résolution adoptée par la Commission de l'Union africaine pour mieux protéger les femmes sur les terrains numériques. On parle de violence numérique avec Émilie Adjomo Ella. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, je suis heureuse d'être là pour entretenir nos téléspectateurs sur ce sujet de préoccupation majeure. Nous sommes heureuses de vous avoir. Je souligne que vous êtes responsable de l'unité de protection à la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Commission des droits de l'homme du Cameroun qui peut se saisir désormais d'un nouveau texte, de nouvelles mesures qui sont contenues dans la résolution 522 de l'Union africaine sur la protection des femmes contre la violence numérique. En effet, la Commission des droits de l'homme du Cameroun est l'institution étatique en charge de la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun, oui, bien sûr, qui a pour mandat de faire la sensibilisation sur les questions d'atteinte aux droits de l'homme, également d'intervenir pour assurer la protection en cas de violation des droits de l'homme. Donc cette nouvelle résolution de la Commission africaine qui a été rendue publique à l'occasion de la 72e session ordinaire de cette instance, oui, est l'occasion de rappeler que le phénomène de violence grâce à l'intention des femmes, oui, sur la sphère numérique est de plus en plus préoccupant. Et ce sera l'occasion pour la Commission des droits de l'homme non seulement d'en assurer la vulgarisation, que ce soit connu qu'il y a une telle résolution, mais aussi de donner l'opportunité à toutes les femmes qui ont subi d'une manière ou d'une autre une atteinte à leur dignité, à leur image, des propos dévalorisants, tout ce genre de choses par la sphère numérique, de venir vers la Commission des droits de l'homme, oui, de dénoncer ces situations et de nous donner l'opportunité de les aider à rentrer dans leurs droits. Alors, on va peut-être commencer par le début, justement. On parle de violence numérique. Oui. À quoi ça renvoie concrètement? La violence faite à l'égard de la femme, oui, au sens de l'article 3 du protocole de Maputo, qui est la charte africaine relative aux droits des femmes, c'est tout acte qui porte atteinte à l'intégrité physique, morale de la femme et toute menace tendant à propager ou à inciter une telle violence. Donc, ce serait donc sur la sphère numérique, les propos injurieux, la diffusion des images sans le consentement de la personne, la diffusion des images à caractère sexuel sans que la personne soit consentante, ça sera le harcèlement cybernétique, ça sera le fait même de priver la personne de l'accès à l'outil numérique, le fait de ne pas donner accès à l'éducation en matière numérique, l'accès à l'information. Vous voyez, c'est vraiment un panel assez large d'actes et d'abstentions qui peuvent être qualifiés de violence à l'égard de la femme sur la sphère numérique. Alors pourquoi est-ce que l'Union africaine justement a jugé utile de mettre sur pied une résolution spécifique pour protéger les femmes des violences numériques? Oui, la Commission africaine est une instance consultative et répressive en matière de droits de l'homme. À ce titre, elle mène des études, elle produit des normes pour aider les États à gérer les phénomènes de société qui peuvent entraîner la violence aux droits de l'homme. Donc, à cet effet, il y a d'ailleurs un rapporteur spécial sur les questions des droits des femmes qui a attiré la Commission sur l'ampleur que ce phénomène de violence par voie numérique était en train de prendre. Et la Commission, siégeant à sa 72e session, a jugé bon de prendre un texte pour inciter les États à prendre en main ce phénomène et à réduire les conséquences qui y sont liées.
Alors, Émilie Adjomo, c'était juste une mise en bouche parce qu'on va poursuivre cette conversation après le journal de 8 heures avec d'autres questions plus en profondeur, cette fois peut-être sur le contenu de la résolution Exactement. 522 qui est un ensemble de mesures, de propositions pour permettre aux États de mieux protéger les femmes en milieu numérique, mais aussi ce que ça signifie pour nous, pour notre État, le Cameroun. Oui, ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire nous allons prendre l'occasion de cette résolution pour revoir notre législation. Est-ce qu'elle est conforme? Pour voir les institutions et les acteurs qui travaillent pour la protection des droits des femmes. Est-ce qu'ils ont pris en compte l'aspect numérique dans leur travail quotidien? On en reparle après le journal de 8 heures qui est une présentation de Daniel Menonga. À tout de suite pour la troisième partie de Cameroun Daylight avec notre invité. Et après le 8 heures de Daniel Benanga, on poursuit notre conversation avec Émilie Adjomo. Je rappelle qu'elle est la responsable de l'unité protection de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Et avec elle, on revient sur l'importante résolution 522 de la Commission africaine sur la protection des femmes contre les violences numériques. On a commencé, Émilie, à aborder un peu ce qui rentre dans le terme de violence numérique. On a parlé, par exemple, des faits de harcèlement, de publication de données personnelles sans notre consentement, de quoi d'autre encore? De l'exposition de l'accès à Internet, de l'exposition à des images à caractère sexuel sans votre consentement et de l'absence de l'accès à la formation pour accéder à tous les avantages des métiers numériques. On a parlé également du cyber, vous avez cité le cyberharcèlement. Donc tous ces éléments, les propos injurieux, le fait de dévaloriser les femmes et d'exposer même sur la sphère numérique des stéréotypes ou des discriminations qui existent déjà dans la vie normale. Donc de dire les femmes, elles ne sont pas très intelligentes, les femmes, elles n'ont rien à dire sur tel sujet. Tout ça, c'est des violences. Si on le considère ainsi dans la vie normale, dans la sphère numérique, c'est également des violences. Alors c'est une résolution, justement, 522. Cette résolution 522, qu'est-ce qu'elle dit concrètement? La résolution 522 a deux aspects. Deux pans, si on peut le dire ainsi. Le premier est à titre théorique ou éducatif, pour rappeler quel est le cadre légal en Afrique qui encadre la violence à l'égard des femmes. Donc, on va faire un rappel de la Charte africaine des droits de l'homme, du protocole de Maputo, qui est le protocole à la charte qui parle spécifiquement des droits des femmes. On va parler de la définition même de la violence. On va évoquer quelques types de violences. Ça, c'est le côté éducatif de la résolution. Maintenant, dans la résolution en deuxième partie, on va avoir toute une série de mesures que la Commission africaine propose aux États pour que ceux-ci puissent prendre en main le phénomène de violence et puissent maintenant mener des actions pour le réduire à sa plus simple expression. Et dans ces mesures, vous aurez l'incitation à la formation des acteurs qui travaillent dans la chaîne de protection des droits des femmes, la formation des journalistes pour qu'ils prennent en compte le genre dans leur travail. Vous aurez la protection des journalistes ou tout au moins des personnes qui sont exposées médiatiquement pour qu'elles ne soient pas victimes de violations de leurs droits sur la sphère numérique. Vous aurez l'invitation à la coordination des actions des acteurs. Il y a les acteurs, par exemple, de la chaîne judiciaire qui sont là pour sanctionner. Il y a les acteurs de la chaîne sociale qui sont là pour encadrer les victimes. Vous avez, donc, on invite tout le monde à travailler en synergie pour assurer la protection des droits des femmes. Voilà quelques mesures comme ça. Il y a aussi comme mesure forte, on demande aux États de réviser leur législation. Si vous n'avez pas encore une loi qui intègre la violence numérique à l'égard des femmes, c'est l'occasion avec cette résolution de prendre cet aspect en compte. Si une loi existe, peut-être de la réviser pour qu'il y ait des articles spécifiques qui sanctionnent la violence à l'égard des femmes sur la scène numérique. Alors, est-ce que ça veut dire, parce qu'on a là une large palette de mesures qui embrasse un peu tous les cas de figure qui peuvent se présenter en termes de violence numérique, est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre cette résolution-là et la faire valoir peut-être dans les tribunaux? Pas encore. La résolution n'a pas une valeur normative contraignante. D'accord. La Commission africaine a un mandat
consultatif d'une part et un mandat répressif d'autre part. Donc, dans son mandat consultatif, ils font la promotion des textes qui existent déjà. Donc, si vous consultez de près cette résolution, vous allez voir l'évocation des textes contraignants qui existent déjà. On va vous rappeler qu'il y a la charte africaine qui sanctionne la violence à l'égard des femmes, il y a le protocole qui sanctionne la violence, il y a ceci, il y a cela. Mais la résolution elle-même, c'est beaucoup plus un outil de sensibilisation des États, des acteurs et même des individus. D'accord, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de portée juridique en tant que telle? Elle n'a de portée juridique que dans la mesure où elle peut aider les États à mieux ajuster, renforcer leur cadre juridique. Mais elle est beaucoup plus à titre incitatif, à titre de sensibilisation. Alors, une fois qu'on adopte une telle résolution, quel est, j'ai envie de dire, le processus après l'adoption de la résolution? Le processus après l'adoption de la résolution, c'est que tous les acteurs qui travaillent pour la promotion des droits des femmes vont chacun pour son compte prendre acte des orientations qui peuvent être mises en œuvre dans son secteur. Moi, je représente ici la Commission des droits de l'homme du Cameroun, qui est une instance de promotion et de protection des droits de l'homme. Oui. Nous allons veiller à ce que si, par le passé, dans nos campagnes de sensibilisation, pour la sensibilisation des individus à leurs droits, on n'insistait pas sur les violences dans la voie sur la sphère numérique, nous allons désormais prendre en compte ce point. Et sur le volet protection, nous allons désormais savoir que les personnes qui se plaignent d'avoir eu des propos déplacés sur la sphère numérique sont tout autant victimes de violences que celles qui ont reçu des atteintes physiques comme des agressions. Donc c'est le cas pour nous de commencer à enregistrer ces cas et de leur donner tout le sérieux que nous avons l'habitude de donner pour les autres cas matériels. C'est l'occasion de le dire, si vous me permettez, évidemment, que toute personne qui estime qu'elle est victime de la violation de ses droits sur la sphère numérique ou dans la vie ordinaire peut saisir la commission à travers le numéro vert gratuit 1523. 1523, c'est le numéro auquel vous pouvez appeler la commission à tout moment pour signaler une violence à votre égard, que vous soyez une femme, un homme, sur la sphère numérique ou pas. D'accord. Justement, c'est bien que vous rendiez ça concret comme ça. J'aime beaucoup l'aspect pragmatique de votre intervention. Vous êtes, on retient le numéro vert, vous avez dit 15? Le 1523. Le 1523. Qu'est-ce que la résolution 522 de la Commission africaine nous dit sur notre façon de gérer Internet en tant qu'internaute, en tant que personne? Oui. La résolution 1523, généralement, comme j'ai dit tantôt, s'adresse aux États et aux acteurs. Donc, pas spécifiquement aux individus, mais demande aux États de former les personnes pour qu'elles aient une meilleure gestion de l'outil numérique. Donc, il y a un aspect précis qui dit la formation des hommes et des garçons à s'abstenir de perpétrer des violences contre les femmes sur la sphère numérique. Ça peut sembler curieux comme ça ou choquant pour certaines personnes, mais c'est que les études ont été menées, il a été établi que la plupart du temps, c'est les hommes qui sont à l'origine des violences à l'égard des femmes sur la sphère numérique. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on forme les hommes et les garçons à l'usage responsable de la scène numérique. Mais au-delà, vous-même, en tant que femme, vous ne devriez pas exposer votre image pour que, par la suite, vous soyez vulnérable à la violence qui accouche dans ce secteur. Alors, il y a deux aspects ou alors deux points de la résolution qui sont spécifiques justement aux femmes journalistes qui veulent protéger les femmes journalistes contre la violence numérique. Est-ce que les femmes journalistes en particulier sont plus exposées à ces violences-là que d'autres? En effet, déjà qu'elles sont régulièrement sous les feux des projecteurs, ce qui donne l'opportunité à toute personne de donner son opinion sur la personne, sur sa prestation, ce qui donne la possibilité de capter l'image et peut-être d'en faire un usage dévoyé. Donc, elles ont vraiment besoin d'une protection spécifique pour que les personnes qui interagissent avec les femmes journalistes sachent qu'il s'agit de leur profession. Ce n'est pas l'occasion ni le prétexte d'interférer dans leur vie privée et jusque sais-je encore. Voilà. Le truc, c'est que ça peut s'appliquer également, j'ai envie de dire, aux femmes artistes, à toutes celles-là qui sont devant de la scène. Oui, mais l'insistance de la résolution sur les femmes journalistes tient à ce que la violence à l'égard de la femme sur la sphère numérique est aussi liée au droit à l'information.
Oui. Donc la femme journaliste est le gage que l'information sera mise à la disposition d'un grand nombre de personnes. Si elle est victime d'attaques et de harcèlement, elle peut avoir du recul pour exercer sereinement son travail, ce qui prive un bon nombre de personnes de l'accès à l'information. Elle peut s'auto-censurer pour éviter d'être victime. Exactement. Parce qu'elle est victime, ou alors c'est interdit d'aborder certains sujets. Voilà, elle est vraiment la rampe parfaite pour communiquer et pour cela, on doit la protéger spécifiquement. Très bien. On aborde ici avec cette résolution C122, j'ai envie de dire, peut-être pas un transfert, mais une application des normes ou de protection des droits de l'homme classique, dans le milieu classique, sur le milieu numérique. Maintenant, est-ce que le suivi peut être pareil? Comment le suivi se fait quand on est sur les domaines numériques? Comment on fait pour protéger nos droits? C'est le lieu de le dire. La résolution a pour vocation d'alerter les États. Donc, il se pourrait que dans un État, on n'ait pas encore prévu un mécanisme pour identifier les cas d'atteinte. Et bon, fort heureusement, au Cameroun, nous avons déjà l'agence de prévention des attaques cybernétiques qui, je ne connais pas le mécanisme interne, qui identifie, qui peut tracer pour retrouver le numéro de téléphone qui a émis tel commentaire tendancieux ou qui a diffusé telle image. Donc, c'est le lieu pour l'État de prendre la pleine mesure, de faire fonctionner pleinement un tel mécanisme pour qu'à chaque fois qu'un tel acte est posé, qu'on identifie les auteurs, qu'on veille à ce qu'ils soient sanctionnés et également que la victime puisse avoir la réparation à laquelle elle a droit. Mais pour le compte de la Commission des droits de l'homme, nous avons deux approches. Il y a l'approche par dénonciation, où vous venez vous-même en tant qu'individu signaler, soit par le numéro vers le 1523, où vous venez dans nos services pour écrire une plainte, ou alors la commission qui est alertée par un moyen ou par un autre. Justement, ça peut être une vidéo qui tourne en boucle dans les réseaux sociaux. La commission s'auto-saisit. Elle prend connaissance de cette situation et elle ouvre une enquête pour veiller à ce que les personnes qui en sont auteurs soient sanctionnées. Jusqu'ici, est-ce que l'attitude de dénoncer les violences numériques est courante? Non, justement. La dénonciation n'est pas encore courante pour ce qui est des violences numériques. Les acteurs ont tendance à se complaire. Et parce que ce n'est pas une atteinte sur la personne, on a le sentiment que ça n'a pas d'impact. Et pourtant, il y a bien sûr une atteinte à l'intégrité morale, à la dignité. Si votre nudité, par exemple, est exposée à travers les réseaux sociaux, comme on a vu récemment des vidéos de personnes en plein débat et tout ça. Donc, c'est le lieu de le dire. Il faut que, désormais, lorsque vous êtes victime de violation de vos droits, que vous preniez votre destin en main et que vous dénoncez pour que le cas puisse être traité, que les coupables puissent être sanctionnés. Alors, Commission des droits de l'homme, justement, comment est-ce que vous faites pour inclure ou alors sensibiliser les acteurs, parce que ce n'est pas seulement les victimes qui doivent être informées dessus. Au poste de police, quand on va porter plainte, on doit pouvoir prendre au sérieux le fait qu'on dise que je viens me plaindre parce qu'on a posté ma photo sans mon consentement. Comment est-ce que cet appareil-là, où ce besoin de sensibilisation et de formation se déploie? La commission, dans son mandat de promotion, a pour responsabilité de diffuser les outils et les textes législative. La commission renforce les capacités des acteurs. Nous avons des programmes, que ce soit les acteurs de forces de maintien de l'ordre, les magistrats, la chaîne judiciaire, les acteurs du plan social, donc le ministère des Affaires sociales et tout. Donc nous avons tout un programme. Nous nous accordons avec ces acteurs, nous organisons des séminaires, des ateliers, nous organisons des campagnes grand public pour les personnes, pour leur dire, écoutez, vous avez tel droit, lorsque vous êtes face à telle situation, vous êtes en droit de dénoncer. C'est vraiment notre travail quand on dit promotion des droits de l'homme. Peut-être un mot pour sortir sur ce changement de dénomination. Depuis le début de l'émission, j'annonçais c'est la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Et puis, Mme Adjumo m'a rappelé qu'on parle désormais de Commission des droits de l'homme du Cameroun. Elle a même tenu à faire apparaître son outil marketing sur le plateau. Alors, c'est quoi la différence? Ça part d'un décret de 2019. Et qu'est-ce qui change? Ou alors, qu'est-ce qui a changé depuis ce décret? La commission, l'institution camerounaise des droits de l'homme est née en 1990. À l'époque, on parlait du Comité des droits de l'homme et des libertés. En 2004, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. En raison des exigences de Paris, il y a des principes auxquels les institutions des droits de l'homme doivent s'arrimer pour être conformes. Donc, il fallait créer l'institution par une loi.
En 2004, on a voté une loi à l'Assemblée nationale. Sauf qu'il y avait encore quelques détails, comme par exemple le mandat des membres, les personnes que le président de la République nomme pour porter ce mandat de promotion et de protection devaient avoir une indépendance totale, ne devaient pas être en même temps représentants des partis politiques, etc. C'est comme ça que, par loi du 19 juillet 2019, on crée la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Ce n'est pas seulement un changement de dénomination, mais un changement de paradigme. Elle a des nouveaux pouvoirs, comme par exemple, nous avons un nouveau mécanisme qu'on appelle l'amicus curiae, ami de la Cour. Désormais, vous êtes devant la barre, mais vous estimez que ça ne se passe pas bien là-bas. Vous revenez vers la Commission des droits de l'homme, qui peut intervenir devant la barre comme une troisième partie, en dehors du demandeur et du défendeur, pour faire entendre au juge quel est l'intérêt des droits de l'homme dans le procès qu'il y a en cours. Bien sûr, sans dire qui a raison et qui a tort. J'ai un exemple. La commission est désormais le mécanisme national de prévention de la torture. Ce qui n'était pas le cas avant la loi de 2019. Donc, elle visite les prisons, elle identifie les cas des personnes qui sont en détention illégale ou abusive et elle mène des actions avec ces acteurs de la chaîne pénitentiaire ou de la chaîne judiciaire pour que ces personnes soient remises en liberté ou de toute façon pour que leurs droits soient respectés. Donc vous voyez, c'est vraiment un changement radical de la CNDHL qui n'existe plus à la CDHC. Désormais. On retient la CDHC qui porte très bien son slogan Human Rights for and by everyone. Exactement. Merci infiniment, Émilie Adjemoela, d'être passée sur ce plateau. Merci pour cet échange, justement, qui, j'espère, a permis à nos téléspectateurs d'en savoir plus sur les violences numériques, mais aussi et surtout sur cet outil-là qui leur permet ou alors qui leur offre une lucarne pour mieux protéger leurs droits sur Internet. On retient le numéro vert. On retient le numéro vert de la commission, le 1523. D'accord. Qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Numéro vert à déployer donc pour dénoncer des atteintes à vos droits et pour peut-être juste vous informer du travail de la commission. Oui, pour prendre des informations sur ce que fait la commission, sur vos droits, je suis dans telle situation, est-ce qu'il y a violation de mes droits ou pas? Nous répondons à toutes vos sollicitations. Très belle journée à vous, Émilie Adjemoela. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. C'était notre invitée dans l'actu, Émilie Adjemoela, responsable de l'unité protection de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. On a retenu